Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre nouveau numéro de Au-delà des mots, qui ce soir est consacré au deuil. Alors il y a plusieurs sortes de deuil que chacun de nous peut rencontrer. Il y a le deuil d'une personne, d'un proche ou d'un ami tout simplement qui est parti dans l'au-delà. Et il y a aussi le deuil d'une situation. Mais nous allons traiter ce soir simplement le deuil de la personne et l'accompagnement, l'accompagnement des personnes qui sont en souffrance. Voilà. Et pour ce faire, j'ai invité Vanessa. Alors Vanessa est médium, kinésiologue et aussi maître Reiki. Comme maître Reiki, on a reçu une maître Reiki il y a quelques semaines. Et donc voilà, en voici une autre. Alors Vanessa exerce sur Marseille. Alors on vous donnera les coordonnées en fin d'émission. Et j'ai le plaisir de l'accueillir maintenant. Salut Vanessa. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Ça va ? Très bien, merci. Voilà, alors on va parler du deuil humain, on va dire, parce que il y a tellement de sortes de deuil, que ce soit un deuil par rapport à un animal, à un ami. Bon voilà, donc on va parler simplement du deuil et de l'accompagnement. D'accord ? D'accord, pas de souci. Voilà. Alors, comme chacun sait, le deuil survient après la disparition d'un être cher, et il y a plusieurs étapes pour arriver à aller plus loin que la compréhension du deuil, mais surtout l'étape principale, c'est l'acceptation, je pense, et la renaissance, en fait, si on peut dire. Voilà. Alors l'acceptation, oui, effectivement, c'est une des étapes, c'est peut-être même la dernière étape de tout ce processus qu'est le deuil. Voilà, alors si on va peut-être commencer par parler un petit peu justement de ces étapes-là du deuil. Alors peut-être déjà juste donner quelques grandes lignes sur ce que représente le deuil, sur ce que c'est, puisque donc là on parle du deuil dans le sens de la perte d'un être cher, qui représente le cheminement que va connaître la personne en souffrance jusqu'à ce qu'elle puisse réapprendre à vivre, mais vivre autrement, vivre avec l'absence. En soi, le deuil est un processus tout à fait normal et universel auquel nous avons tous été confrontés et auquel nous serons tous confrontés un jour ou l'autre. Il n'est évidemment pas une maladie, mais peut le devenir parce qu'il fait de nous des êtres extrêmement fragilisés. Le risque est d'autant plus grand que notre société a de plus en plus de difficultés à accueillir les manifestations du deuil, notamment la tristesse, qui en constitue évidemment la trame essentielle. Et très rapidement, les personnes en deuil se voient enjointes à réintégrer la vie au sens que notre société lui donne. La plupart des personnes en deuil déplorent généralement un vrai manque de présence et d'attention. Elles se sentent souvent rejetées, isolées dans cette souffrance. Parce qu'on est dans une société où tout doit aller très vite. Voilà. Et il y a des choses pour lesquelles ça n'est pas possible. Comme justement le deuil. Il y a des passages et puis il y a des chemins à prendre et puis il faut suivre tout simplement. Tout à fait. Parce que la mort, c'est un peu comme la naissance finalement, c'est une étape naturelle de la vie, elle fait partie du contrat de départ. Mais elle n'est pas une fin, elle est un passage, elle est un changement d'état. Oui. Cependant, la mort est un très gros tabou de notre société, un des plus grands. La mort, la souffrance, ça fait peur aux gens, un petit peu comme si ça pouvait être contagieux. Mais la mort, elle peut survenir à tout instant pour chacun de nous et pour nos proches, et la faire entrer dans nos vies et dans la société, et faire tomber ce tabou-là en parlant du deuil, en parlant de la mort, c'est aussi très important. Mais oui, on dit que quand la maman donne la naissance, elle donne la mort avec. Tout à fait. Ça fait partie du package. Ouais. Et c'est souvent une expression qui est finalement un peu utilisée à tort et à travers. On a l'impression que pour avoir fait son deuil, il faut avoir rendu la personne absente, il faut avoir oublié. Or, en fait, c'est pas du tout l'idée. Parce que pour faire un deuil et pour le faire bien, il faut au contraire rendre la personne décédée présente dans son histoire, dans sa vie, continuer de l'y inclure. Si je devais définir le deuil avec d'autres termes, je dirais que c'est un apprentissage d'une nouvelle vie sans cette personne-là, ou avec son absence. Mais qu'indéniablement, il y a un avant et un après, et qu'il ne faut pas forcément chercher ou imaginer qu'on va pouvoir revenir à l'état initial. Mais oui. Et souvent... Oui, excuse-moi. Mais le deuil dure combien de temps à peu près ? Parce qu'il y a, Alors il n'y a pas de durée définie dans le deuil parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre évidemment du degré de relation avec la personne, puisqu'il y a autant de deuil que de liens finalement. Puisqu'une personne qui va être partie peut être un père, mais ça va être évidemment un conjoint, un fils, un frère, un ami, un collègue de travail.
Et chacun va appréhender son deuil en fonction de son lien et de à quoi va ressembler sa vie sans cette personne-là. Eh oui. Parce qu'effectivement, quand on perd un être cher, c'est un vrai choc, c'est un choc vraiment terrible qui vient bouleverser tous les pans de notre vie. Et alors, il existe des étapes, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont été notamment mis en évidence par les travaux de Elisabeth Kubler-Ross, qui était psychologue et spécialiste du comportement. Tout à fait. Et elle a mis en évidence 7 étapes pendant lesquelles tout le monde passe, qui sont vraiment incontournables. Chacun va y passer évidemment plus ou moins de temps. Il n'y a pas de durée figée, ni pour le deuil en général, ni pour chacune des étapes. C'est un peu comme à l'école, quoi, en fait. C'est ça. Et puis ça va dépendre de beaucoup de choses aussi. En dehors du lien, ça va dépendre de notre capacité personnelle à réagir, de nos croyances, parce que nos croyances tout notre système de croyances. Je ne parle pas forcément de croyances en la vie après la mort là-dedans, mais ça en fait partie. Mais tout notre système de croyances, notre éducation, notre vécu, les deuils précédents qu'on va avoir vécu, bien ou pas, dans lesquels on va avoir été accompagné. Et bien tout ça, ça va entrer en ligne de compte dans la manière dont on va pouvoir appréhender ce deuil qui arrive. Mais oui, mais après tout ça dépend aussi des cultures, parce qu'en fait il y a certaines cultures où un deuil rend triste, d'autres ça rend joyeux. Ça dépend de la culture en fait. Tout à fait. C'est très culturel de toute façon. On est dans une société judéo-chrétienne où quand il y a un mort, il y a certaines certaines coutumes, certaines habitudes. On doit porter du noir, on doit être en deuil pendant un certain temps. Oui, on nous donne des délais établis, à partir duquel on considère que la personne devrait avoir recommencé à sourire, devrait avoir recommencé à porter de la couleur. Bah oui, c'est judéo-chrétien. C'est personnel. Et c'est très judéo-chrétien. Ouais. Et quand on va dans des pays comme l'Amérique du Sud, par exemple, on assiste à des choses qui sont beaucoup plus gaies, beaucoup plus... il y a du rire dans les cimetières. Ici, on n'a pas le droit de rire dans un cimetière. Ah bah c'est clair. Ce serait considéré comme un manque de respect. Alors que finalement, pour d'autres cultures, ça va être au contraire considéré comme les laissant faire partie de la vie. Bah, y en a qui mangent sur les tombes, ils font des fêtes et puis ils vont oui. manger avec les morts et voilà quoi. Donc voilà, après on baigne dans toute cette culture-là et c'est vrai que faire son deuil dans nos pays, en Europe, dans une culture judéo-chrétienne, ça tient compte de tout ça. Ça tient compte du rapport qu'on a à la mort, du rapport qu'on a eu dès notre petite enfance, parce que parfois les enfants sont préservés des décès dans la famille. On veut pas leur montrer, on veut pas les inclure dans les cérémonies, etc. Et finalement, ça peut causer des troubles plus tard à l'âge adulte, parce que l'imaginaire de l'enfant a imaginé que c'était quelque chose d'insurmontable, quelque chose de très violent, de très dur, auquel il n'avait pas le droit d'assister tellement c'était terrible. Et souvent, quand on laisse les enfants assister, d'ailleurs, on est surpris par le naturel avec lequel ils vivent la chose. Mais c'est vrai, d'autant que les gamins sont très sensibles, quoi, en fait. Hein. Donc, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Hein. Ils sont très très sensibles et pour eux ça fait partie du paquet de départ. Ils considèrent comme la mort comme étant quelque chose de naturel avant que nous adultes ne venions leur donner nos craintes et nos peurs. D'accord. Mais quand on a le chagrin comme ça, il faut quand même arriver à gérer ce chagrin là en fait. Alors ce chagrin, il ne se gère pas comme beaucoup d'émotions qu'on peut rencontrer dans notre vie. Il faut l'accompagner. Il faut accepter de le vivre. Il ne faut pas être en lutte contre ce chagrin, parce que ce chagrin-là, cet état dans lequel on est quand on vient de perdre quelqu'un, qu'on est en deuil, c'est un état normal, naturel, contre lequel on ne peut pas lutter. Voilà, mais donc il faut l'accueillir, l'accepter et avancer avec. Oui, moi je dis l'alléger pour que ce soit plus facile à avancer. Tout à fait, pour que ce soit plus facile à porter. Voilà. Alors, donc ça peut entraîner aussi, on va dire, la colère, quoi. En fait, parce que y a comme une injustice. Pourquoi elle est partie, quoi, tout simplement, ou pourquoi il est parti, pourquoi il m'a quitté, pourquoi. Alors ça fait partie effectivement des différentes phases de deuil. Donc comme je te disais tout à l'heure, il y a 7 étapes qui ont été mises en évidence. La première étape, c'est l'étape de choc et de déni. Oui.
on est vraiment là dans une étape qui est généralement assez courte. Par contre, la personne est totalement en stupéfaction, sidérée, sans voix. Parfois, les larmes n'arrivent même pas, tellement le choc est violent. La réaction est très souvent dans la négation des faits quand même. La personne en deuil à ce moment-là a l'impression que c'est un rêve. On entend souvent les gens dire je vais me réveiller, c'est pas possible. Mais oui. C'est une douleur qui est très violente, qui est très forte, qui semble totalement insurmontable et qui tombe dessus comme ça. Et donc on est vraiment dans cette première étape là de choc et de déni. Alors évidemment c'est des étapes qui sont assez courtes en général. Mais encore une fois, tout dépend des circonstances. Il n'y a pas de délai normal, on va dire. Il y a plusieurs causes peut-être aussi, parce que il y a le fait qu'on ne comprenne pas le pourquoi du comment, et le fait aussi qu'on soit surpris, parce qu'on peut ne pas s'attendre à ce départ aussi. Tout à fait. Ça dépend vraiment des conditions du décès. Un départ totalement brusque, inattendu, un départ volontaire vont causer des périodes de choc plus longues, des périodes de déni, de choc plus fortes, plus violentes. C'est ces moments où on constate que la personne n'est même plus en capacité de faire des choses simples, des actes tout simples. Elle peut plus le faire parce qu'elle est passée en mode automatique et qu'elle est prostrée dans son état de choc. Mais oui, alors là, comment on fait? On essaye de s'entourer de personnes. Quelle est la façon de réagir à cette situation justement? Alors, pour celui qui le vit, dans la mesure où il est en état de choc, il est à ce moment-là en dehors de toute capacité de réflexion. Donc la personne qui vit ce choc-là n'est pas elle-même en capacité de dire là j'ai besoin de m'entourer de telle et telle personne, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est qu'elle aura passé l'étape de choc. C'est vraiment l'entourage, parce que, comme on disait, suivant les circonstances et suivant le lien qu'on a avec celui qui est parti, la proportion, la violence du choc va être plus ou moins importante. Et donc, c'est à ceux pour qui la violence du choc est un peu moindre, d'aider la personne pour qui ça va être le plus insoutenable. Donc, il est conseillé donc de se faire accompagner en quelque sorte. Hein. Il est vraiment, de toute façon, le deuil est une vraie étape de vie et ce sont des étapes dans lesquelles il ne faut pas être seul. Mmh. D'accord. Donc oui, il est vraiment conseillé fortement d'accompagner les personnes qui viennent d'apprendre comme ça un décès, qui exprimeront à leur façon. Certaines réclament à rester seules, mais il faut pas rester très loin. D'autres ont besoin de comprimer pour dormir et ne pas être en présence finalement. L'impression peut-être aussi que si on les endort artificiellement quand ils vont se réveiller, ça sera différent. Ah non. Ouais, ça c'est malheureusement des choses. Parfois les gens acceptent des médicaments très forts, etc. après cette phase de choc, en se disant comme ça quand je vais me réveiller, ce sera pas le cas. Ah non. Et donc c'est vraiment des moments difficiles. Et effectivement les personnes qui sont dans l'entourage à ce moment-là, il faut vraiment une présence. À ce moment-là, il n'y a rien à faire, finalement, à part une présence. À part donner son épaule pour pleurer, à part prendre dans les bras, à part entourer au maximum. Ben oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'aller voir des amis, et puis ou de frères et sœurs, ou enfin quelqu'un de qui on se sent proche. Ouais, là, en fait, c'est presque même l'inverse, en fait, parce que la personne qui est dans cet état de choc n'aura pas la capacité à se dire « j'ai besoin de quelqu'un ». Ben oui. Elle va être prostrée. Donc c'est aux autres. De venir chercher. De venir apporter leur aide. C'est tout à fait vrai. Hein. Parce que c'est vraiment un moment, le deuil, et puis l'annonce comme ça, cette violence, cette brutalité, où il faut vraiment faire preuve de solidarité, de soutien, et on y sera tous confrontés un jour ou l'autre. On sera tous dans le rôle de celui qui vit ce choc-là. Et il faut savoir tendre la main à ceux qui sont comme ça, qui sont dans notre entourage, notre famille, nos amis. Quand on n'est pas celui qui vit le choc le plus important, d'être capable de prêter notre épaule, d'être présent, tout simplement présent. Il faut que la personne se sente épaulée, parce que ça fait mal. Hein. Je pense que au moins la plupart des gens qui nous écoutent ont vécu au moins une fois le deuil. Et, tout à fait. C'est un vrai cataclysme, hein. C'est un vrai séisme pour la personne. Tout s'écroule à ce moment-là. Ah mais c'est évident quoi. On se sent vidé.
ça rend même malade, ça peut jouer carrément sur le physique. Ah, mais ça joue sur la santé. Alors souvent dans les phases d'après, notamment on voit des périodes où les personnes n'arrivent pas à manger, par exemple. Bah oui, c'est ce qui est arrivé, ça passe pas. Ou des phases où au contraire les personnes vont avoir besoin de se remplir de nourriture, donc des phases un peu boulimiques comme ça, où vraiment ça peut mettre effectivement en péril la santé parce que on dort plus, on mange plus, on est vraiment dans un état émotionnel d'une grande fragilité. Donc ce sont aussi des périodes où il faut surtout pas prendre de décisions à la hâte, il faut pas prendre de décisions qui peuvent influencer notre quotidien et notre vie future, parce que cet état de vulnérabilité, de grande fragilité, c'est mauvais conseiller en fait. Voilà, c'est un très mauvais conseiller et donc il faut essayer vraiment d'entourer les personnes qui vivent cette période-là. Mais là, quand on vit ça, cette période-là, on est un petit peu comme si on un peu déconnecté, on est un peu sur notre planète, non? Ah, c'est un déconnectage total. C'est ce que j'appelle un peu le pilote automatique. Oui, mais bon, pas forcément dans le bon sens. Non, malheureusement non. En général, la personne, elle fait plus ou moins ce qu'il y a à faire, elle se lève, elle se déplace, mais on voit bien qu'elle n'est pas là. Elle est au ralenti, la tête ailleurs. C'est ça. Et alors, heureusement, cette phase est assez courte. Oui. Et elle laisse généralement place à l'étape suivante, la deuxième étape décrite, qui est l'étape de la douleur et de la culpabilité. Bah oui. C'est le moment où la personne endeuillée va se rendre compte que la perte est réelle. Elle devient palpable. C'est une phase qui est souvent très violente. Parce que les sentiments en présence explosent. Ils ont été, dans la première phase de choc et de déni, un petit peu camouflés, ces sentiments très forts, parce que tellement abasourdis, parce que ce poids énorme qui tombe sur vous. Et puis, à l'étape suivante, ça explose. Et c'est vraiment les moments où on voit les gens qui crient, qui peuvent hurler leur douleur, qui peuvent être vraiment dans des états de douleur vraiment expressive en fait. Là, c'est l'émotionnel qui est atteint là. C'est l'émotionnel qui parle à ce moment-là. D'accord. Mais dans la première partie aussi de choc, c'est juste un autre aspect de l'émotionnel. Mais là, on est totalement dans de l'émotion à fleur de peau. La douleur est vraiment insupportable. C'est la réalité qui reprend le dessus. Et cette réalité-là, évidemment, on la rejette parce que c'est trop douloureux, c'est pas possible. Et là, elle apparaît. D'accord. Elle apparaît. On se dit qu'il faut faire avec, mais on se dit que c'est pas possible. Est-ce qu'on fait pas yo-yo un petit peu entre les deux premières étapes? Alors en fait, on fait yo-yo entre toutes les étapes. Ouais. Le deuil, c'est vraiment une sorte de grand 8. Ça monte, ça descend, ça retourne en arrière, ça avance un peu plus. C'est pas quelque chose de stable. D'accord. Évidemment que dans la grande masse, il y a une phase très descendante au départ, qui progressivement va remonter un petit peu. Mais on peut alterner de l'une à l'autre des étapes, très régulièrement. Vraiment très régulièrement, ce qui est normal. Ben oui. Mais il y a parfois aussi le repli sur soi, mais pendant un bon moment. Le repli sur soi, il arrive en général bien plus tard, dans la phase de dépression en fait. D'accord. Mais au départ, on est vraiment dans cette phase de douleur explosive, de ce moment où les gens se disent ça n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire face, et de culpabilité. Et de culpabilité parce que même s'ils n'étaient pas présents, même s'ils n'ont évidemment aucune implication dans la cause du départ, ils se sentent coupables. Oui. Coupables d'être eux encore en vie. Et pas l'autre. Coupables de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir réalisé la gravité des choses. Coupables parce que c'est un accident et qu'on n'a pas dit à la personne de faire attention avant de partir. Coupables pour des choses qui ne sont pas palpables, qui n'ont pas si on veut, de légitimité, de lieu d'être réel. Ben oui. Bien entendu que personne n'est coupable, mais ce sentiment de culpabilité, il est là, il est naturel et il vient et il arrive. Et là aussi, être entouré, être soutenu, c'est important aussi. En fait, là, on est dans la phase de si j'avais su, j'aurais fait les choses différemment, quoi.
En fait, on s'en veut à soi-même du départ de l'être aimé ou de la personne, de la grand-mère. Oui, on imagine avoir une responsabilité. Alors, cette culpabilité-là, elle est évidemment fortement accrue quand il s'agit d'un départ volontaire, par exemple. Oui. Où là, la phase de culpabilité et de douleur très forte peut durer beaucoup plus longtemps. Ben c'est clair. En fait, c'est un petit peu ce qui est arrivé dans ma famille, en fait, avec mon frère qui est parti d'un départ volontaire et il a fait le tour de toute la famille et puis à un moment donné, il a pas voulu faire une deuxième fois le tour et voilà, il a choisi son chemin, quoi, en fait. Hein. Voilà. On va marquer une petite pause, Vanessa. D'accord. Hein, et on se retrouve de suite après. On se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission consacrée au deuil avec pour invité Vanessa. Et donc Vanessa aura le plaisir de répondre à vos questions en fin d'émission. Vous pouvez d'ores et déjà les poser sur le player du site en cliquant sur la petite bulle bleue que vous voyez sur le player là. Tic tic là tout en haut. Voilà, et vous inscrivez votre message et puis je transmettrai en fin d'émission à Vanessa qui se fera un plaisir d'y répondre. Voilà Vanessa, on est arrivé à l'étape 3 alors, c'est ça, hein, la colère ? C'est ça, l'étape de la colère en effet, où la personne finalement en deuil là va se mettre en colère face à cette espèce d'injustice de ce qui lui arrive. Alors elle peut dévier sa colère sur une personne, peut-être parfois sur la personne qui est partie, c'est le cas dans les cas dont on parlait tout à l'heure, hein, finalement de départ volontaire. C'est une étape qui est indispensable au deuil, la colère. Qui, on le souhaite, dure le moins longtemps possible parce que la colère n'est jamais bon conseiller et c'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Mais c'est une étape aussi pour expulser ce que l'on ressent. C'est une manière de se vider quelque part. Hein. C'est ça. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être douloureux pour l'entourage d'entendre ces propos-là qui ne sont pas fondés objectivement parce qu'il n'y a pas de responsable. Alors il y a des cas où il y a des responsables, hein, entendons-nous bien, mais en règle générale sur le départ il n'y a pas vraiment de responsable. Et l'entourage a parfois du mal à accueillir ces propos qui lui semblent pas spécialement fondés. Or, il faut laisser la personne exprimer tout ça. Mais c'est vraiment important. Est-ce que la colère peut être, parce que bon, d'accord, la colère, ok, mais est-ce que la colère peut être physique? Parce que je vais encore parler de moi. Quand j'étais gamin, j'ai perdu un chat. Oui. Mon chat, il a été empoisonné par les voisins. Et le jour où on l'a retrouvé, en fait, j'étais tellement en colère, j'avais mal, mais c'était presque de l'instantané, en fait. Et au lieu de m'en prendre aux voisins et d'aller leur gueuler dessus, tout ça, en fait, je m'en suis pris à mon chat et j'ai tapé mon chat alors qu'il était mort. Oui, mais la colère peut se retourner vraiment contre n'importe qui, contre celui qui va vous l'annoncer, contre celui qui est là à ce moment-là, contre la personne qui est décédée. Pourquoi m'as-tu laissé? Pourquoi tu es parti? Comme s'il avait pu choisir. Bah oui. Et on se retrouve vraiment face à des colères qui sont vraiment explosives, qui sont pas vraiment canalisables. Et le mieux dans ces cas-là, c'est d'une part de la laisser sortir, d'écouter les personnes qui sont dans cette colère-là. Oui. On peut proposer aussi à la personne d'écrire. Ça soulage vraiment souvent beaucoup de vraiment prendre des pages blanches et de sortir toute cette colère, que ce soit justifié ou pas, que ça semble cohérent ou pas, ça n'a pas d'importance. La personne écrit toute sa colère et elle relit pas. Quand elle a terminé d'écrire et qu'elle se sent un petit peu, en général, après on se sent un peu vide quand on a fini cette séance d'écriture. Ça sert à vider, et on prend et on déchire la feuille et on peut continuer à avancer. Oui, et d'autres vont brûler, non, c'est pas ça? Il y a des personnes qui jettent. Alors on peut le brûler, hein. Alors là, c'est vraiment dans le. Moi, j'aime bien le faire brûler sur les personnes avec qui je travaille. On peut le déchirer dans le geste de déchirer. Il y a mettre aussi la fin de sa colère, mettre aussi ce qui peut rester. Et puis quand c'est déchiré, on peut effectivement brûler les papiers restants. Bah oui. Et ça fait beaucoup de bien. Ça aide beaucoup parce que ces colères, elles sont souvent... alors, comme tu disais tout à l'heure, on peut osciller entre les étapes. Et cette colère renvoie souvent à la culpabilité, qui est l'étape d'avant, parce que la personne explose en colère. Alors, peut en vouloir effectivement à celui qui vient de partir. Ça, c'est le fameux Et juste après, s'en veut. Et rentre dans la culpabilité d'être en colère. Donc, c'est des étapes qui sont quand même relativement liées.
Et donc voilà, pour lesquels il faut de toute façon un vrai accompagnement. Et en général, après cette étape de colère, vient la phase. Alors tout est imbriqué évidemment. Vient la phase de marchandage. On a tendance à se dire qu'effectivement, ça n'est pas juste de vivre ça. Et puis on entend souvent on aurait dû me prendre moi plutôt que lui. Oui, souvent c'est ça. Oui. Ou quand les personnes sont malades, par exemple, pourquoi ce n'est pas moi qui ai été malade à sa place? On a tous évidemment entendu ces discours, on les a peut-être tous déjà tenus. Oui. On a tous la conscience quand on n'est pas dans ces phases de souffrance que, bien entendu, ça n'est pas envisageable, ça n'est pas possible. Mais quand c'est la souffrance qui parle, ça nous semble cohérent. Donc il ne faut pas dire aux gens qui sont en deuil à ce moment-là, mais tu dis n'importe quoi, enfin c'est pas vrai, c'est pas possible, enfin tu vois bien, tu n'aurais pas pu avoir l'accident à sa place. Non, il faut laisser parler, il faut laisser décharger. Ben oui, mais c'est obligé. Il faut vraiment, c'est vraiment une phase de négociation, quoi, finalement. Oui. Les gens s'en réfèrent à leurs croyances, ça peut être à Dieu par exemple, en disant mais enfin si tu me le ramènes ou s'il ne meurt pas, j'irai à la messe tous les dimanches. C'est vraiment, on entend vraiment des choses. Les gens cherchent une solution, cherchent comment marchander, comment négocier ce départ qui n'est pas envisageable pour eux. Ouais, ou à la limite le retour revient. C'est ça. Bah oui. Voilà quoi. Si on me le rend, je sais pas, je ferai telle bonne action, je ferai ça, je m'emporterai plus, je serai plus en colère. On est vraiment dans des négociations. Et là encore, ça s'accueille. Puisqu'après toutes ces phases finalement de choc, de douleur, de colère et de marchandage qui sont assez liées, va venir la phase de dépression et de douleur, mais qui est une douleur qui n'est pas comme la première étape contenant de la douleur, c'est-à-dire pas une douleur explosive, d'une douleur lancinante, d'une douleur intérieure profonde, qui est souvent associée à une dépression, évidemment plus ou moins ça peut être long, par contre. Ça peut être long, hein. Ça peut être très long. Ça peut être très long. C'est le moment où la personne accepte la perte, mais elle se sent pas en mesure d'y faire face. Le moral ne remonte jamais, c'est des phases de désespoir, la personne est très passive généralement, et l'entourage ne voit vraiment pas comment atténuer cette douleur. La souffrance, elle paraît trop grosse pour réussir à aider la personne, elle peut pas vivre normalement, elle n'arrive pas à aller travailler, on peut pas reprendre une activité normale, et malheureusement, il y a des personnes qui s'arrêtent dans leur processus de deuil à cette étape-là, à cette étape de dépression, et qui finissent par faire une dépression qui va durer, qui va perdurer dans le temps, qui va être associée à ce deuil-là, et de laquelle ils ne vont pas se sortir. Alors ils vont pas s'en sortir pour plein de raisons. Ils peuvent ne pas vouloir s'en sortir parce que dans l'esprit collectif, faire son deuil, c'est souvent chercher à revenir à l'état initial ou à oublier. C'est pas ça. Et malheureusement, c'est ce que les gens imaginent souvent. Oui. Et c'est vrai que parfois, quand on dit à quelqu'un qu'il doit faire son deuil, c'est très violent comme propos, parce que la personne a l'impression qu'on est en train de minimiser ce qu'elle est en train de vivre, qu'on est en train de lui dire, mais maintenant passe à autre chose, oublie. Et ça n'est pas ça du tout, faire son deuil, évidemment. Mais beaucoup de personnes associent faire son deuil à tourner la page, passer à autre chose. Et c'est pour ça que beaucoup de gens font de la résistance par rapport à ça. Elles veulent pas faire leur deuil parce qu'elles ne veulent pas oublier. Et elles ont raison. Une phrase que je dis souvent, c'est que ne meurt vraiment que ce que l'on oublie. Oui, même quand on croit à l'au-delà, il n'y a pas pire que d'oublier la personne qui est partie. C'est ça. Et puis de toute manière, la personne qui est partie, quel que soit le lien qu'on a eu avec elle, dans la mesure où on en est à deuil, c'est qu'on a partagé des émotions, des sentiments. Des affinités. Cette personne-là a fait partie de notre vie, de notre histoire, de notre construction. Et il n'y a pas à oublier. Il n'y a pas à oublier. Il faut au contraire garder ce souvenir-là, garder ce que ça nous a apporté, garder ce que cette relation nous a apporté pour avancer fort de cette relation. Mais souvent, quand on commence à faire le deuil de quelqu'un, les mauvais moments qu'on a pu passer avec cette personne, on les oublie et on garde les bons moments. Oui, souvent, c'est ça, et en général, même les mauvais côtés de la personne, parce que tout le monde n'est pas
pas tout beau, tout rose dans la vie. On a tous des défauts, plein, plus ou moins, des défauts plus ou moins supportables, ou plus ou moins gros. Et bizarrement, quand on passe de l'autre côté, eh bien, on ne parle de nous que dans nos bons côtés. Mais oui. Alors que, on va dire que, oh là là, oui, il était colérique, ou il était ceci ou cela, ça fait partie de ce qu'était la personne. Et c'est pas parce qu'il est plus là qu'on n'a plus le droit d'en parler. Mais à contrario, il y a même des personnes qui avaient une mauvaise relation avec le défunt, et qui, une fois le défunt mort, oui. quand il parle aux gens de cette personne-là, il parle que des bonnes choses. C'est ça, il parle que des bonnes choses, que des bonnes étapes. Évidemment, vient se rajouter cette petite dose de culpabilité qu'on ne va pas oublier au moment où ils vont parler de cette personne, parce qu'ils vont parler que des bons côtés, des bonnes relations, et il y aura quand même un petit coin de leur tête qui dira ouais, mais c'était pas si bien que ça, et ils vont peut-être s'en vouloir un petit peu à ce moment-là. Donc ça renvoie encore un peu sur la culpabilité. Ben oui. Donc voilà, mais cette phase de dépression, effectivement, peut durer plus ou moins longtemps. Alors pour cette phase de dépression, quand même, pour pouvoir en sortir, parce que c'est quand même l'idée maintenant qu'on a mis en lumière que faire un deuil, ce n'est pas oublier, mais apprendre à avancer sans la présence physique. Il y a des choses qui peuvent aider pour dépasser cette phase de dépression. C'est de partager sa souffrance, de partager ses sentiments, de trouver des confidents, des amis, des épaules sur lesquelles pleurer, surtout de ne pas être seul dans la situation. Il est normal de pleurer devant les gens, il est normal de montrer ses émotions, et les proches, les amis peuvent tout à fait comprendre la détresse, la tristesse, les larmes. J'ajouterai quelque chose, Vanessa, surtout pour un homme. Oui, aussi. Parce que les hommes, contrairement à ce qu'on peut penser, sont au moins aussi fragiles ou aussi sensibles que les femmes. Absolument. Mais il est moins culturel de le montrer. C'est clair. Mais les émotions sont les mêmes. Et alors à ce moment-là, on peut aussi se rapprocher pour ne pas rester seul, parce qu'on n'est pas forcément tous très entourés dans nos proches, d'associations d'aide au deuil. Il y en a beaucoup. Oui, je m'occupe d'une. Voilà, des associations où les gens peuvent rencontrer des personnes, peuvent discuter, peuvent échanger, peuvent laisser sortir leurs émotions. Et il y a en général dans ces associations beaucoup d'humanité. Oui. Donc je pense que c'est vraiment des associations qui sont importantes à mettre en lumière, parce que ça évite de rester seul dans sa douleur. Parce que le chemin de la guérison ne doit pas être un chemin solitaire. On a souvent l'impression d'être seul face à sa douleur, mais on peut ne pas l'être. Il y a des pics de douleur, des moments plus difficiles, des étapes, des dates anniversaires, des fêtes de fin d'année, les fêtes des pères, fêtes des mères, ce genre de choses, dates anniversaires de départ, de naissance, qui viennent comme ça à réactiver et refaire plonger dans des étapes bien en dessous la personne. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'avance pas. Pour sortir de cette phase de dépression, on peut aussi lire. Il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de la mort, qui parlent de l'après aussi. Non, mais il faut avoir envie de lire. Et qui peuvent apporter une grande aide à ceux qui en ont besoin. On peut partager son expérience. Alors voilà, il existe des forums, il existe des pages Facebook de personnes qui partagent entre elles leur deuil et qui peuvent à ce moment-là enfermer. Faut faire juste attention à une chose quand même, de ne pas que côtoyer des personnes qui vont mal. Quand on va soi-même mal. C'est clair. De se laisser des moments où on a des personnes qui vont bien, qui sont pas forcément concernées par le deuil. Récupérer un peu de leurs énergies positives à ces personnes-là. Et évidemment, on peut aussi s'orienter vers des thérapeutes classiques, un psychologue, des thérapies alternatives, la sophrologie, l'hypnose, la kinésiologie, le MDR. Il y en a beaucoup. Mais il ne faut pas imaginer que c'est une faiblesse que de se faire aider dans ces périodes-là. Et puis évidemment, les conférences et associations médiumniques qui peuvent, pas forcément par une transmission de messages, mais par une assurance de la continuité de la vie après le départ terrestre, réconforter et aider. C'est ce qu'on fait, nous, Vanessa. On invite des conférenciers, des médiums qui viennent parler de l'après. C'est ça.
On n'est pas forcément dans la divulgation de messages. On peut aller dans des conférences simplement pour entendre, simplement pour écouter, pour savoir ce qui se passe après la mort. Et c'est une vraie aide. Ben oui, mais la plupart des gens demandent quand même de la médiumnité après. Des fois c'est triste parce que c'est cette demande qui est souvent mise en avant, alors que en fait c'est la première partie qui est la plus importante, là où on nous enseigne quelque chose. La première partie est capitale parce que elle apporte vraiment quelque chose. Il faut pas oublier que dans les parties où les messages sont divulgués, d'abord il peut y avoir de la déception parce que tous les gens présents n'auront pas un message. Et ça peut être douloureux pour ceux qui n'en ont pas aussi. C'est clair, oui. Il faut mesurer l'attente qu'on y met. Il y a aussi le fait que, suivant à quelle étape de deuil on se trouve, le contact médiumnique ou le message peut être déstabilisant. Quand on est trop dans une phase de dépression, la moindre petite chose peut venir déstabiliser parce qu'on est vulnérable. Et il serait vraiment une très bonne chose d'aller chercher les messages comme ça quand on arrive dans les phases de reconstruction, d'acceptation, de retour à la vie. Et pas dans ces phases de dépression. C'est vraiment, à mon avis, important ça. Et peut-être qu'avec toutes ces aides-là, la personne va pouvoir sortir de cette phase de dépression et rentrer dans les deux dernières étapes, qui sont la reconstruction et l'acceptation. La reconstruction, l'acceptation, c'est vraiment le moment où on relaisse la vie entrer. On image que les volets se réouvrent et on laisse la vie entrer, on accepte de sourire à nouveau, on accepte de reprendre une activité professionnelle, on en a la capacité. Alors on peut s'aider aussi par pas mal de choses dans le quotidien pour atteindre ces choses-là. Se forcer un petit peu au début à faire des choses pour soi-même, à faire de nouveau rentrer le plaisir dans sa vie, à de nouveau sourire, écouter de la musique, faire des méditations, acheter des fleurs pour égayer sa maison. Ce genre de petites choses qui au début nous semblaient naturelles avant cette étape de deuil et qui deviennent des efforts. Mais au plus on va les faire et au plus elles vont nous sembler naturelles et au plus elles vont de nouveau faire partie de la vie. Vanessa, quand quelqu'un, par exemple, perd sa femme, on va dire, et que cet homme-là remplace sa femme assez rapidement, c'est-à-dire à peine 2 mois ou 3 mois après, hop, sa femme est remplacée. On dit que souvent que c'est une femme ou un homme de remplacement, on va dire. Mais à quelle étape du deuil ces choses-là interviennent ? Alors, ça c'est encore extrêmement personnel parce qu'il y a des gens pour qui le deuil doit durer un certain temps. Et d'autres qui, pour se reconstruire, vont avoir besoin de quelqu'un d'autre. Alors, faut faire attention, faut se faire aider dans ces cas-là, pour être sûr qu'on n'est pas en train de faire des mauvais choix, puisque comme on le disait, on est très vulnérable dans ces périodes-là. Mais c'est pas figé. Il n'y a pas de moment où on peut se dire c'est acceptable maintenant de refaire sa vie, de la continuer, parce que c'est pas refaire, c'est continuer. Donc la mesure où la personne est sortie de toutes ces phases, est en phase de reconstruction, peut-être que c'est arrivé très vite, et c'est possible. Pour certains, ça arrive très vite. Il faut juste être sûr que la personne n'a pas zappé d'étapes au passage et qu'elle va pas retomber quelque temps après dans des étapes de dépression, par exemple. Et donc, évidemment, on ne peut pas parler du deuil sans parler du deuil vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis de celui qui est parti. Que là, pour l'instant, on a parlé du deuil vis-à-vis de ceux qui restent, mais celui qui est parti a un rôle dans ce deuil aussi, puisque nous avons une croyance de la continuité de la vie après la mort, et donc on sait que nos ressentis, nos émotions peuvent avoir un impact sur celui qui est de l'autre côté. Pas mal de personnes me contactent en général en me disant on m'a dit d'arrêter de pleurer parce que quand je pleure, je lui fais du mal. Quand je pleure, je l'empêche d'évoluer. Et par rapport à ça, je voudrais quand même dire aux personnes de ne pas être dans la culpabilité. Pleurer, une personne qui est partie, pleurer parce qu'on a du chagrin, parce qu'on est dans la tristesse, c'est normal. Ce qui va pouvoir éventuellement retenir une âme, c'est qu'on ne va pas lui pardonner quelque chose, c'est qu'on va lui dire « je ne veux pas que tu partes ».
Mais c'est pas les larmes normales de tout un chacun qui est dans la tristesse d'avoir perdu quelqu'un qui va faire souffrir celui qui est de l'autre côté ou qui va le retenir. Ben oui, il faut que la personne qui s'en va soit légère. Il faut que la personne qui s'en va soit légère. Alors, pour ça, c'est un autre sujet, on en reparlera à l'occasion, mais on peut faire plein de choses. On peut leur, parce qu'il y a leur adresser des pensées, des prières, des bougies et tout ce qu'on veut. Mais il faut pas qu'on soit dans la culpabilité et ne pas se dire, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont en deuil, ne pas se dire qu'à chaque fois qu'elles pleurent, ils font souffrir la personne qui est de l'autre côté. Parce que ça n'est pas le cas. Non. Parce qu'il y a un joli filtre de l'autre côté et ils reçoivent les pensées d'amour, mais ils n'ont pas cette lourdeur de nos émotions terrestres. Et nous, on parce que l'âme est détachée de tout ça. Voilà. Le fait de pleurer, c'est s'alléger. Donc, en s'allégeant, on peut pas, parce que finalement, en s'allégeant, on guérit quelque part. Donc, ça veut dire que la personne qui est décédée, elle ne sera pas malheureuse de nous voir pleurer. C'est ça. Vu qu'on fait en sorte d'aller mieux. Et puis l'âme, une fois qu'elle est de l'autre côté, elle a la toute conscience de nos fragilités purement humaines et cette séparation, cette tristesse, ces larmes, ça fait partie de ce qu'est l'être humain. Et l'âme de l'autre côté n'est pas en jugement par rapport à ça. Donc il faut vraiment que les personnes qui sont en deuil, qui sont en souffrance, alors mettre en place tout ce dont on a parlé pour aller mieux, pour avancer, acceptent d'avancer aussi parce que l'acceptation fait partie du travail, mais ne soient pas en culpabilité de pouvoir pleurer par moment parce que c'est normal et que la personne qu'ils aiment et qui est de l'autre côté le sait. Voilà, on va se quitter et en se marquant une petite pause musicale. On se retrouve de suite après. Je vous rappelle que vous pourrez poser vos questions à Vanessa, qui se fera un plaisir d'y répondre en toute fin d'émission. À tout à l'heure. On se retrouve pour la toute dernière partie de l'émission. Non pas toute dernière partie, mais avant-dernière partie, vu que vous pourrez poser vos questions en toute fin d'émission. Voilà. Alors on retrouve Vanessa. Alors Vanessa, maintenant on va dire que la personne est partie. Nous on commence gentiment à faire notre deuil. Mais qu'en est-il des cimetières justement ? Alors les cimetières, j'entends souvent des personnes qui sont dans la culpabilité par rapport à ça, qui me disent je suis loin, je n'ai pas la possibilité d'y aller, je n'ai pas l'envie, ou au contraire j'y vais tous les jours parce que sinon j'aurais l'impression d'abandonner cette personne à qui je tiens tant et qui est de l'autre côté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'âme elle est bien loin de son corps physique. Le corps physique c'est une carcasse de voiture. C'est exactement le terme que j'emploie, une carrosserie. C'est une carcasse de voiture qu'on abandonne, qu'on vient intégrer lorsqu'on arrive en incarnation sur la Terre et qu'on abandonne lorsqu'on la quitte et qu'on retourne de l'autre côté. Et l'âme ne reste pas à côté de cette carcasse-là, ça l'intéresse pas. Donc la réponse pour le cimetière est la même réponse que pour doit-on incinérer ou enterrer, ça n'a pas d'importance. Finalement, les rituels funéraires et ces questions-là n'ont d'importance que pour ceux qui restent. Ben oui. Comme je te disais tout à l'heure, le père Brune, il dit comme ça qu'il n'y a rien de plus vite que les cimetières. Ah oui. Ce qui veut dire que l'âme est ailleurs. Hein. En tant que médium, je peux vous garantir que les cimetières sont pas les endroits où on a le plus d'âmes qui viennent à nous. Ben oui. Mais donc voilà, vraiment tout ce qui est rite funéraire, tout ce qui est choix d'incinération, d'enterrement, etc. C'est vraiment des choses qui sont faites et doivent être faites pour aider ceux qui restent. Donc en fait, il faut que la personne soit en accord avec elle-même. Si vous n'avez pas envie d'aller au cimetière parce que c'est trop difficile pour vous, que vous n'en avez pas la possibilité physique parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes loin, etc., la personne qui est de l'autre côté et qui y est enterrée ne vous en voudra pas un instant. C'est vraiment, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à tout ça et ne pas se poser de questions non plus par rapport au regard des autres, parce que certains se disent si j'ai pas au cimetière, on va penser que c'est pas important. Ça c'est pour les autres. C'est pas important. Ouais.
Il ne faut pas le faire vis-à-vis des autres. J'avais une question un petit peu qui allait dans ce sens-là, mais avant, on va dire avant l'enterrement, combien de temps il faut attendre avant de mettre le défunt en terre ou d'incinérer? Est-ce qu'il paraît qu'il faut 5 jours parce que le temps que le corps éthérique se détache? Alors en fait, c'est très culturel ça aussi, parce qu'il y a des cultures où on enterre quasi tout de suite. Eh oui. Donc l'âme après n'est plus de toute façon n'est pas enfermée dans ce corps physique, et quand bien même le corps ait été enterré et que tout ne soit pas complètement détaché, ça pourra continuer à se détacher. La barrière de terre au-dessus ni le cercueil ne viendront empêcher ça. Il n'y a pas de, c'est très très culturel. Il y a vraiment des façons de faire où certains laissent plusieurs jours, d'autres enterrent immédiatement. C'est aussi coutumier dans les familles. Certains veillent leur mort, d'autres préfèrent les laisser à l'hôpital. Il y a autant de situations que de personnes et aucune normalité en ce sens. Mais il n'y a pas quand même le côté, par exemple, quelqu'un qui va se faire incinérer. Bon, enterrer, je suis d'accord parce que le corps ne bouge pas. Le corps est ce qu'il est, quoi, en fait. Mais comme il faut un certain temps, quelques jours avant qu'il y ait une désincarnation, est-ce que le fait par exemple, d'incinérer une personne rapidement, le jour même ou 2 jours après, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la douleur de l'âme, en fait? L'âme ne ressent pas de souffrance au sens où nous on peut l'imaginer. Oui. Il n'y a pas de souffrance physique. Bien sûr que l'âme peut traverser des périodes un peu plus difficiles, mais elle est dans une toute autre dimension et ces sentiments, ces douleurs physiques que nous on peut imaginer, ce n'est pas ce que l'âme peut vivre. Alors effectivement, je préférerais qu'on laisse quelques jours avant d'incinérer un corps. Cependant, si c'est pas le cas, l'âme, elle va s'extraire un peu plus vite. Voilà, au moment de l'incinération, il va falloir qu'elle prenne un petit peu moins son temps pour sortir, et elle aura peut-être alors besoin, c'est un autre sujet, d'un peu plus de temps de repos arrivé de l'autre côté. D'accord. Parce que quand on fait un voyage astral, par exemple. Je n'ai pas entendu la question. Je disais, quand on fait un voyage astral, par exemple, on se décorpore très rapidement. Oui. Donc pourquoi quand on est décédé, il faudrait attendre parce que finalement, ça reviendrait à la même chose. L'âme quitte le corps qui est en souffrance ou qui est mort. Hein. C'est ça. Et puis on constate. Alors moi, je suis passeuse d'âme, donc je les capte assez rapidement au moment du décès. Et on constate certaines entités, certaines âmes qui se détachent, mais dans une fraction de seconde après le décès, qui partent tout de suite, et d'autres qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Mais ça, c'est pareil. De la même manière qu'on a tous nos particularités, nos spécificités ici sur Terre en tant que personne à part entière, eh bien, l'âme aussi a sa spécificité et va agir en fonction de ce qui lui est propre. Mais aussi quand il y a une personne qui est décédée depuis peu, quoi, une journée par exemple, on voit encore le corps éthérique au-dessus du corps qui vibre. Oui. Ça fait drôle à voir, ça fait comme un petit peu gris, c'est gris transparent là, et puis ça. Oui, il y a une sorte de petit halo vibratoire autour. C'est fou à regarder quand même. Hein. Oui, mais c'est joli. Oui, de pouvoir voir tout ça. Bah oui, j'arrive à voir ça, c'est pas mal. C'est un peu comme les personnes qui ont la capacité de voir les auras. Ce sont des choses. Et puis ça permet aussi, parce que quand quelqu'un meurt, c'est bien de l'accompagner. On a parlé beaucoup du deuil du côté des vivants, mais c'est vrai que quelqu'un qui meurt, c'est bien de l'accompagner. Et par exemple, quand il y a des départs brusques, des départs violents, oui. Il est bien d'accompagner l'âme. Il n'y a pas besoin d'être médium pour faire ça. Il suffit d'être en lien avec cette personne-là et de lui expliquer, de lui expliquer ce qui s'est passé. Parce que parfois, il faut un certain temps pour que l'âme comprenne tout ce cheminement. Et
c'est un joli cadeau que vous pouvez faire aux gens que vous aimez, qui sont partis de façon un peu brusque, violente ou brutale. C'est juste, vous n'avez pas besoin de lui parler à voix haute ou d'être devant un corps ou quoi que ce soit. Vous pouvez juste vous connecter en pensée à cette personne et lui expliquer ce qui s'est passé. Ben oui. Et c'est une jolie façon de l'accompagner aussi, depuis jusqu'à l'autre côté. Ben oui, parce qu'il y a des fois des personnes qui ne savent pas qu'elles sont mortes. C'est ça. Et c'est très souvent le cas de départs très violents, d'accidents, etc. Et c'est bien quand dans l'entourage, il y a quelqu'un qui peut... entourage plus ou moins proche, parce qu'évidemment les très très proches à ce moment-là sont dans cet état de choc et de déni très important dont on parlait, mais dans l'entourage il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir lui dire écoute, il s'est passé ça, voilà, maintenant t'es plus sur terre, et ça peut vraiment aider cette âme qui peut être un petit peu déstabilisée par ce passage un petit peu brutal. Mmh. D'accord. Alors on va peut-être parler un petit peu de toi maintenant, non ? Eh bien, si tu veux. Voilà, avant que les auditeurs puissent, tu puisses répondre aux questions des auditeurs. Mais là, voilà, donc j'aurais aimé savoir ce que tu pratiques exactement, où tu te trouves, si tu as un site internet. Voilà, donc si tu peux parler un petit peu de toi, savoir ce que tu fais. Alors j'ai une page Facebook pour l'instant. Je suis en train de créer un site internet effectivement, mais ça prend un petit peu de temps et je n'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Mais sinon, je suis médium depuis toujours, à peu près depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Avec, je crois, un des rôles de tout médium qui est de pouvoir parler de toutes ces choses-là avec le plus grand naturel, avec les mots les plus simples possibles et avec la plus grande accessibilité. Mmh. Voilà, je suis kinésiologue et je suis praticien et enseignant Reiki. Voilà. Donc ça se voit pas que tu es maître Reiki, c'est ça, hein ? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et je me trouve dans le sud de la France, dans un petit village à côté de Marseille. Les oreilles auront peut-être perçu un léger accent. J'ai pas entendu là, d'habitude j'entends mieux. Hein. D'accord, bon. Et donc voilà, je suis dans le sud. Et donc moi je fais surtout de l'accompagnement. Je fais de la médiumnité évidemment. Mais je considère que la médiumnité c'est pas seulement de la transmission de messages, c'est aussi et surtout de l'accompagnement, de la guidance. J'ai la chance de pouvoir contacter les guides et êtres de lumière par écriture automatique. Donc voilà, je suis là-dedans. Je m'occupe aussi de nettoyage énergétique de lieux, de maisons notamment. Et tout ça, ça m'occupe déjà suffisamment. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. On va se quitter le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve après pour les questions de Vanessa. D'accord. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure.